Moi, je trouve que la cinquantaine, c'est une période où on ose davantage, où on prend plus de liberté et où on se moque plus du regard des autres. Le lien social, aujourd'hui, il a tendance à se distendre dans les entreprises. Je trouve qu'on a une vraie rupture ou un vrai risque, en tout cas, de rupture de lien social. Il faut vraiment que les entreprises et les DRH soient vigilants à la manière de maintenir un lien social fort. Le leadership inclusif, c'est vraiment de prendre en compte tous les types de personnalités, toutes les individualités avec leurs spécificités. C'est essentiel que les leaders d'une entreprise soient vraiment inclusifs. Je pense que ce qui est important pour réussir sa deuxième partie de carrière, surtout quand on est une femme, c'est d'oser. À un moment donné, il y a des postes, il faut aller les chercher. Le risque qu'on prend à oser, potentiellement, c'est qu'on nous dise non. Alors que si on n'a pas demandé, la probabilité qu'on vienne nous chercher est quand même beaucoup plus faible. Se dire, OK, j'ai 45 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie que ma situation soit quand j'aurai fini de travailler? C'est quoi mon cap et qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire ou d'avoir fait dans X années? Regarder le plus loin possible, que notre action soit vraiment drivée par nos intentions. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Avramesco. Engagée sur le lien social et les enjeux d'inclusion, de nature profondément optimiste, Nathalie navigue en suivant son mantra « Les utopistes font avancer le monde ». DRH d'Octo Technologies, elle a affiné sa conscience de soi et du rôle de la DRH dans un environnement banni, englobant les qualités de notre monde contemporain, fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Nous nous sommes interrogés dans cet épisode sur la place de la DRH dans le future of work, comment réussir sa deuxième partie de carrière et la nécessité du leadership inclusif pour faire face à ces évolutions. Nathalie partage avec générosité et lucidité sa vision de DRH et de femme et nous donne des clés précieuses pour ne plus subir, mais reprendre le contrôle et créer des opportunités. Cet épisode est truffé de pépites pour vous permettre de mieux comprendre les évolutions en marche, mieux les anticiper et se projeter sereinement. Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Karine, ravie également. Pour commencer, on va aller vers la question que je pose à chaque fois. Comment tu pourrais nous décrire ton parcours jusqu'à la cinquantaine, puisqu'aujourd'hui tu as 53 ans, et quelles sont les leçons que tu en as tirées? Bien sûr. Alors mon parcours, moi j'ai fait l'ESCP, mais tout en sachant déjà que je voulais m'orienter en fait vers les RH, mais parce que j'avais envie de faire une formation vraiment orientée business. Et puis après, j'ai rejoint la SNCF, à la fois parce que j'avais envie d'être dans un environnement où il y a une certaine mixité sociale, et aussi parce que à la SNCF, il y a un parcours de mobilité rapide pour les jeunes diplômés de grandes écoles qui correspond vraiment très bien à mon besoin de stimulation intellectuelle, qui est un de mes drivers de motivation principaux. Et donc, j'ai occupé là-bas des postes RH, deux postes RH et deux postes opérationnels, et dont le dernier, en fait, j'étais responsable commerciale de la gare de Nantes. Et j'y suis arrivée un peu par hasard parce qu'en fait, pure parisienne, qui s'était toujours dit la province, c'est pas pour moi, je vais m'embêter. Et puis un jour, je me suis dit, c'est idiot, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc, quand est venu le moment de changer de poste, je suis allée voir le gestionnaire de carrière avec un cahier des charges
assez ouvert qui était: si vous avez un poste intéressant dans une ville sympa, dites-moi. Ah oui, assez ouvert. Il était un petit peu désarçonné parce que d'habitude, son cahier des charges était beaucoup plus précis que ça. Et puis, le poste de responsable commercial de la gare de Nantes s'est libéré. Donc, je suis allée passer les entretiens. Je suis allée passer une journée à Nantes pour voir si la ville pouvait me plaire. Et puis je suis arrivée là-bas. Donc tu Euh, passais de RH à commercial là, alors, à ce j'avais moment-là? entre-temps occupé un autre poste opérationnel puisque j'avais pendant un an managé des contrôleurs en banlieue parisienne. Donc, je les accompagnais faire des contrôles dans les gares et à bord des trains parce que après 2 postes RH, j'avais envie en fait d'aller vers des postes opérationnels, à la fois parce que j'ai un goût pour le terrain et puis je trouve qu'en tant que DRH, avoir occupé des postes opérationnels, c'est quand même très très bien Mmh. parce que le jour où tu te dis tiens, si on crée un entretien supplémentaire chaque année pour les salariés, bah, quand toi, tu as fait passer des entretiens à 20 personnes, tu vois bien en fait la conséquence de tes décisions et je trouvais que c'était intéressant. Mmh. Et puis, au bout de 6 ans, je décide de quitter la SNCF parce que c'était, en tout cas à l'époque, une très grosse machine. Il fallait dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire un tout petit peu avancer les choses. Donc, je me suis dit que mon énergie serait sûrement mieux utilisée ailleurs. Et donc, je décide d'aller dans le privé vers des postes de généraliste RH, donc RRH puis DRH. Généraliste, bah, là aussi, ça rejoint mon besoin de stimulation intellectuelle, le côté très varié du poste. Et puis, dans des entreprises très, très variées en termes à la fois de secteur d'activité, de type d'actionnariat et de nationalité, parce que j'avais envie de découvrir de nouveaux environnements, parce que voilà, j'aime bien la nouveauté, je m'adapte vite. Et donc, aujourd'hui, je suis depuis maintenant 8 ans DRH d'Octo Technologies, un cabinet de conseil et de delivery dans la tech. Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là, je crois que tu venais de rentrer chez Octo quand on s'est rencontrés. Exactement. Octo qui a donc été absorbé par Accenture et hem et effectivement, tu avais ce rôle aussi de, comment la greffe va prendre. C'est ça qui est intéressant et en termes de RH, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Hem Et à ce niveau-là, par exemple, quelles pourraient être les clés de réussite au niveau, justement, greffe? C'est-à-dire, quand, une boîte absorbe une autre boîte, il faut faire attention à quoi et notamment en tant que DRH? Il faut être très, très attentif aux différences de culture d'entreprise entre les 2 boîtes parce que ça, c'est vraiment clé dans la réussite et parfois souvent l'échec en fait d'une intégration. Mmh. Donc, il faut vraiment être conscient des différences. Il faut apprendre à se connaître. Ça, c'est vraiment fondamental parce que si on fait pas l'effort d'apprendre à se connaître, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de voir quels sont ses enjeux. On peut très, très vite partir dans des guerres d'opposition qui parfois peuvent être même des oppositions de principe. Et puis toujours se dire quel est l'objectif et le sens de, je sais pas, tel process, tel mode de fonctionnement, etc. Et si besoin, comment est-ce qu'on fait pour atteindre le même objectif et garder le sens, mais peut-être d'une manière différente et qui serait plus adaptée en fait au mode de fonctionnement et à la culture de l'entreprise. Et Mmh. puis évidemment beaucoup beaucoup de communication avec les salariés, euh, surtout quand on est dans une entreprise de conseil où en fait les salariés c'est quand même aussi ce qui fait la valeur de l'entreprise. Mmh. C'est intéressant parce que j'étais en train de faire le parallèle avec, parce que tu dis, voilà, il faut beaucoup d'écoute, comprendre l'autre, heu, aller explorer, hein, vraiment chercher, comprendre la culture, remettre du sens. Hem, En fait, ce qui me vient, c'est que c'est un peu les mêmes recettes, par exemple, que pour, réussir à prendre un job, quoi. Totalement. Mmh, il y a une correspondance avec effectivement découvrir, un nouvel écosystème ou un nouveau poste, même dans le même écosystème. Bien comprendre, pas arriver avec, «je sais», forcément, ne pas s'imposer et remettre du sens, pour soi et pour les autres, hein. Oui, et faire preuve aussi de beaucoup d'humilité. Mmh, ouais. On va revenir sur l'humilité effectivement qui est un ingrédient, pour moi en tout cas essentiel de leadership, même si c'est peut-être pas la vision qu'on en a
Donc, ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est le passage à la cinquantaine. Donc, toi, comment ça s'est passé? Aussi bien, enfin, qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça? Alors très honnêtement, le passage à la cinquantaine, pour moi, ça n'a pas été du tout un sujet. J'intuite, je ne sais pas bien dire pourquoi, mais j'intuite que le passage à la soixantaine me fera plus d'effet. Mais le passage à la cinquantaine, franchement, moi j'avais des cheveux blancs depuis longtemps et c'est quelque chose dont je me fiche, mais alors totalement. Mais donc, tu es hyper hype depuis longtemps, hein, puisque Voilà, le exactement. grey est Et je super sais même pas fashion. dire à quel âge j'en ai eu, honnêtement, tellement ça m'importe peu. Faudrait que je retrouve des photos pour essayer de dater ça. Moi, je trouve que la cinquantaine, c'est une période où on ose davantage, où on prend plus de liberté et où on se moque plus du regard des autres. Par contre, à titre perso, c'est une période qui est pas toujours simple parce que c'est une période où on se retrouve avec des parents qui sont vieillissants. Alors moi, j'avais perdu mon père il y a très longtemps déjà, mais avec ma mère qui a commencé à avoir beaucoup de problèmes de santé et où devient en fait vraiment aidant. Mmh. Et où à la fois, je dirais, à titre perso, c'est compliqué de voir ses parents décliner et de les accompagner dans les derniers mois de leur vie. Et puis après aussi d'un point de vue très, je dirais très matériel et très pratique, concilier un job hyper prenant avec ne serait-ce que le temps que prend le fait d'aider. Et puis la charge mentale associée aussi, c'est vraiment pas simple. Mmh. Ouais, je partage complètement, hein, parce que, effectivement, moi, il m'est arrivé aussi, moi, j'avais un père qui avait Parkinson pendant 20 ans, donc c'est vrai que c'est difficile. Il y a la charge mentale, la charge émotionnelle et effectivement, comment tu jongles aussi avec, heu, ne pas t'oublier toi, ne pas te sacrifier et en même temps arriver à gérer quand même, ça et effectivement, nous, en tant que femmes, c'est vrai qu'on a peut-être plus, ce rôle-là, en tout cas, on le voit, hein, et que ça nous impacte aussi dans notre carrière. Donc j'entends que pour toi, c'était pas trop un sujet, au niveau, la cinquantaine, en tout cas, ça ce que j'entends, c'est que ça a glissé. C'est pas il y a pas une fracture, hein, il y a pas un avant-après. Et donc, je résiste pas, puisque tu es DRH, hem, j'ai envie de t'emmener sur des questions justement, que moi, en tout cas, je regarde beaucoup dans mon métier de coaching aujourd'hui. Hem, En fait, on est passé donc le monde change, et le modèle de leadership aussi. Et on est passé d'un monde VUCA à un monde banni. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet acronyme, on est sur du brittle, anxious, non-linéaire et incompréhensible. Donc, fragile, anxieux, non-linéaire et incompréhensible. On pourrait même rajouter inattendu, parce que, tant qu'on y est. Et donc, en fait, on n'est plus en train de faire des bulles joyeusement. On est en pleine ébullition aujourd'hui, hein, et moi, je me note qu'en fait, quand on pose ça, on pourrait dire que la fragilité, elle peut être combattue par la résilience, le lâcher-prise. L'anxiété, elle peut être apaisée par de l'empathie, de la pleine conscience. Le non-linéaire aurait besoin de contexte et de flexibilité. Et l'incompréhensible peut demander aussi de la transparence et de l'intuition. Donc, quand on parle de modèle de leadership, et on dit qu'il change, on pose aussi aujourd'hui le leadership inclusif, notamment pour bâtir justement une résilience collective pour gérer ces imprévus. Je sais que le sujet de l'inclusion te tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que toi tu mets dans le leadership inclusif et en quoi ce serait essentiel aujourd'hui? Le leadership inclusif, pour moi, c'est vraiment de prendre en compte, alors plus d'un point de vue managérial, je dirais toutes les types de personnalités, toutes les individualités avec leurs spécificités. Euh, et quand je parle de spécificité, évidemment, il y a tous les sujets diversité, inclusion, hommes-femmes, LGBT, origine ethnique, origine sociale, etc.
Et ça, de vraiment, vraiment l'intégrer, aussi bien en tant que manager qu'en tant que leader dans une entreprise. Pour moi, c'est essentiel aussi, au-delà de mes convictions personnelles, c'est essentiel que les leaders d'une entreprise soient vraiment inclusifs. Et l'inclusivité, c'est aussi beaucoup d'humilité, parce que on a tous des biais, on fait tous des raccourcis, on fait tous des micro-agressions sans s'en rendre compte et évidemment sans le vouloir. Et donc, savoir se remettre en cause, entendre quand quelqu'un nous fait un feedback, ça c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental. Et puis l'humilité, c'est aussi le fait de se dire, tu disais, un monde de plus en plus incertain, donc parfois on ne sait pas et il faut le dire. Parfois, il y a des gens qui peuvent, dans notre équipe, ou des gens plus jeunes, avec moins de responsabilités, qui peuvent avoir de meilleures idées que nous. Et c'est très bien, et ça va juste enrichir la manière de résoudre un problème ou d'avancer dans une situation. Donc, ne pas vouloir être celui ou celle qui sait tout, qui est l'expert, etc. Et puis, c'est aussi faire beaucoup confiance. Se faire confiance, et y compris dans sa capacité à gérer l'incertitude. On est dans un monde qui est de plus en plus en mouvement, donc faut arrêter de se dire et de vouloir faire des plans à 4, 5 ans. Mais c'est quelles sont les bases sur lesquelles on est solide et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis considérer aussi, même si c'est pas toujours évident, considérer des changements qui soient choisis ou qui soient subis, les considérer aussi comme des opportunités. Et moi, par rapport à ça, c'est aussi une des questions que je me pose assez souvent, c'est qui je veux être en fait face à ce qui me chamboule, et que ce qui me chamboule, ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Et de se focaliser dans une situation beaucoup plus sur ce sur quoi on peut agir que sur le reste. Parce qu'on peut passer son temps à se lamenter sur les choses qui vont pas, et il y en a quand même beaucoup en ce moment. Et on peut aussi se dire, OK, la situation, c'est celle-là. Je l'ai choisie ou je l'ai pas choisie, mais c'est celle-là. Et comment j'avance et comment on avance collectivement vers quelque chose de, je dirais, de plus positif. Mmh. Oui, ça me ramène sur, moi, il y a un outil que j'utilise, dans mes coachings, c'est, le cercle d'influence de Stephen Covey. Oui, C'est-à-dire, tu parles de ton cercle de contrôle où tu as 100 de contrôle. Il y a le cercle des préoccupations où tu as 0 contrôle, et donc là, c'est comment tu lâches, et au milieu, tu as ce cercle d'influence où, c'est grâce à d'autres que je vais pouvoir influencer, et c'est, où est-ce que je mets, tu sais, quand on dit where the attention goes, energy flows, c'est-à-dire où est-ce que je vais mettre mon attention et où j'ai la maîtrise. Et donc, ça va faire grandir mon cercle de contrôle. Et qu'est-ce que je m'autorise à lâcher, où j'ai pas de maîtrise, et où si je continue à regarder ça, ça va prendre de plus en plus d'importance, ça va de plus en plus me stresser, et ça va de plus en plus me freiner. Donc, c'est à ça que ça me oui, fait tout à penser. fait. Mmh. Et donc, en fait, alors, quand on pense justement future of work, moi, j'avais envie d'avoir ta vision sur le future of work, et notamment, aujourd'hui, on parle de plus en plus de mise en garde contre les fractures, alors qu'elles soient intergénérationnelles ou technologiques. Et donc, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Comment se profile, selon toi, le future of work, et quelle pourrait être la place de la DRH? Moi, je pense qu'on va aussi dans le monde du travail, vers quelque chose de plus fragmenté et de moins linéaire qu'avant. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus, enfin, le CDI, je pense que à un moment donné, ce sera plus la norme, ce sera peut-être plus un objectif pour certains, en fonction de la situation personnelle, des envies de chacun. Je pense qu'on va aller de plus. Alors déjà, très clairement, les personnes qui vont faire le même job du début à la fin de leur carrière, il y en aura quand même de moins en moins. Ouais. Et donc, il faut soit par envie, soit par contrainte. Et donc, je pense que la responsabilité des DRH et des entreprises, c'est aussi d'aider vraiment les gens à travailler leur employabilité et leur
Parce que je mets derrière employabilité, c'est pas tellement le côté si je me retrouve à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est aussi leur capacité à apprendre. Leur Ça, je pense que adaptabilité. ouais, Mmh. adaptabilité et capacité à apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles manières de faire, parce que c'est clé. Et donc, je pense que le CDI sera plus forcément la norme. Les gens vont alterner entre et dans les entreprises, il y aura dans l'écosystème des entreprises des personnes en CDI qui peut-être en parallèle auront un side project ou une autre activité d'être coach, je sais pas, enfin voilà, d'autres activités et qui auront aussi envie de ces activités-là, et ce qui donne aussi leur donne une bulle d'oxygène dans leur quotidien, et ce qui apporte aussi, je pense, beaucoup aux entreprises. Des gens qui, à un moment donné, vont passer de CDI à freelance parce qu'ils ont envie de se mettre à leur compte, qui peut-être après reviendront en CDI, soit dans la même entreprise, soit dans une autre. Et donc, je pense qu'on va avoir vraiment des écosystèmes avec des modalités de contrat de travail et des contenus d'activité qui vont être de plus en plus pluriels et que les DRH vont aussi devoir apprendre à évoluer dans cet univers-là et typiquement à pas considérer les slashers comme quelque chose de négatif, à intégrer aussi quelque part leur communauté de freelance dans l'écosystème de l'entreprise et à fidéliser aussi leurs freelance. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'évolution à ce niveau-là et avec une vraie vigilance sur le sujet du lien social. Le travail, ça reste quand même, à mon sens, un des endroits privilégiés en termes de lien social, parce qu'on y passe quand même la majorité de son temps, parce que derrière le travail, il y a aussi pour moi la notion d'utilité. Mmh. Alors, la notion d'utilité, on la retrouve pas que dans le travail, mais je trouve que le travail est quand même un facteur très fort en termes de sentiment d'utilité ou d'inutilité en fonction aussi de la manière dont les entreprises, je dirais, gèrent leurs salariés, puis du fait d'avoir tout simplement un travail ou par exemple d'être au chômage. Et moi, j'ai une vraie vigilance sur le sujet du lien social parce que là, typiquement, avec le développement du télétravail, avec des gens qui vont s'éloigner géographiquement de plus en Mmh. plus de leur entreprise, je trouve qu'on a une vraie rupture ou un vrai risque, en tout cas, de rupture de lien social. Alors, je suis la première à apprécier de faire du télétravail et je sais que moi, un moitié-moitié, je dirais, c'est un bon équilibre pour moi parce que quand je suis chez moi, je vais travailler beaucoup plus sur des sujets de fond ou même si je suis pas sur des sujets de fond, je vais être moins dérangée, etc. J'économise aussi du temps de trajet. Enfin, voilà, plein de choses très positives, mais j'ai besoin, moi, d'aller au bureau pour voir des gens, à la fois des gens que j'avais prévu de voir en réunion et où je trouve qu'on est beaucoup plus efficace dans les interactions, et puis croiser des gens que j'avais pas prévu de croiser et résoudre, même avec des gens de mon équipe que j'aurais pu sinon pinguer, résoudre plein de petits sujets parce qu'on se croise et on parle de quelque chose. Et je trouve que le lien social, aujourd'hui, il a tendance à se distendre dans les entreprises et dans la société de manière plus générale. Et donc, il faut vraiment que les entreprises et les DRH soient vigilants à la manière de maintenir un lien social fort, surtout quand on va être sur un écosystème qui, en termes de modalités de travail, va être de plus en plus éclaté. Et après, Mmh. c'est vrai que le sujet du lien social, en plus, moi, c'est un vrai sujet important pour moi, enfin, tout comme la diversité et l'inclusion. Moi, le lien social, bah alors c'est pas pour rien, je pense que j'ai choisi d'être DRH. Après, j'ai été où je suis engagée aussi dans un certain nombre d'associations. Enfin, je vois quand j'ai commencé ma carrière, c'était les auxiliaires des aveugles. À un moment donné, Force Femmes, que je prends plus le temps de faire aujourd'hui. Il faudrait vraiment que j'aille à nouveau dans cette association. Aujourd'hui, je suis engagée aussi dans Entourage, qui est une association qui met en lien les SDF et les personnes du même quartier. Et je trouve que le lien social, il est vraiment important. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi plutôt une femme de réseau et de partage, donc qui fait évidemment un lien très fort avec le lien social. Mais je trouve que les entreprises ont un rôle très important à jouer sur le sujet. Mmh. Ce qui me vient, c'est d'autant plus à l'ère, d'une évolution technologique qui pourrait prendre un petit peu trop de place, c'est-à-dire remettre de l'humain. Je suis avec l'humain, en fait. Tu vois? Il y a quelque chose de, pas perdre ça et
au-delà de pas le perdre, comment je l'enrichis, différemment par Oui, rapport à ce qu'on voit arriver de l'IA, avec toutes les peurs que ça peut engendrer, hein, mais pas perdre de vue que l'humain, tu disais tout à l'heure, il y a des boîtes où c'est les people, qui font. Enfin, moi, ma conviction, c'est que dans toutes les boîtes, c'est les people qui font, enfin, qui sont essentiels. Mais effectivement, ne pas trop distendre, ne pas trop éloigner, ne pas trop étirer les liens. Je suis avec ça. Euh, et donc, puisque notre sujet, c'est notamment la deuxième partie de carrière, hein, quels sont selon toi les points d'attention et les clés pour réussir cette deuxième partie de carrière? alors je pense que ce qui est important, c'est vraiment de toujours être aligné et en accord avec ses valeurs. Mais alors ça, c'est deuxième partie de carrière, mais aussi de manière beaucoup plus Vie. globale. Ok. Voilà. Euh, D'essayer dans toute la mesure du possible de faire un métier qu'on aime. Après, on n'a pas toujours un maximum de choix en termes d'orientation ou d'évolution, mais faire un métier qu'on aime, je pense que c'est fondamental. Être en accord avec ses valeurs, ne pas se prendre au sérieux, ça c'est hyper important aussi. Et quand je dis ne pas se prendre au sérieux, ça rejoint ce que je disais sur à la fois sur l'humilité, sur il y a plein de gens qui peuvent avoir de meilleures idées que moi. Et puis c'est aussi enfin avoir de l'humour. On passe un temps fou au travail, donc enfin, que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles et dans la bonne humeur. Et ne pas se prendre au sérieux, ça ne veut pas dire évidemment ne pas travailler sérieusement, mais je pense que voilà, essayer de mettre de la gaieté, de la joie et de la légèreté, ça fait du bien. Et puis, je pense que ce qui est important aussi pour réussir sa deuxième partie de carrière, surtout quand on est une femme, c'est d'oser. À un moment donné, il y a des postes, il faut aller les chercher. Des postes, des missions. Ça peut être aussi des missions à l'intérieur du même poste, hein. Il faut vraiment oser. Le risque qu'on prend à oser, potentiellement, c'est qu'on nous dise non. Alors que si on n'a pas demandé, On est sûr la de l'échec. probabilité qu'on vienne nous chercher est quand même beaucoup plus faible. Donc oser, écouter son instinct, ça c'est fondamental, et écouter ses envies, ça c'est clair aussi. Apprendre à se connaître et à savoir ce dont on a besoin. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Avoir confiance en soi aussi. Et quand je dis écouter ses envies, pour moi, ça veut pas dire être égoïste. On peut être libre, on peut faire des choses qu'on a envie de faire sans que ça, enfin, dans le respect des autres, et sans que ça empiète en fait sur les droits ou les possibilités des autres. Et vraiment avoir confiance en soi aussi. Et je trouve que pour bien se connaître, pour avoir confiance en soi, je sais que moi j'ai beaucoup, enfin j'ai la chance aujourd'hui de vraiment bien me connaître, ce qui m'a beaucoup aidé. Alors le fait de faire plus de 20 minutes de méditation tous les jours depuis des années, je pense que c'est très très aidant. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de formations de développement personnel, donc ça je trouve que ça aide beaucoup. Et puis de savoir être attentif aux signaux faibles, on peut super vite se cramer. Et peut-être qu'on a plus tendance à se cramer ou un risque plus fort de se cramer, je pense, quand on avance aussi dans sa carrière, parce que on peut avoir tendance à moins s'écouter peut-être. Donc je trouve être très attentif aux signaux faibles, à la fois pour se dire tiens, attention, là je perçois que je suis peut-être en train de trop travailler. Mm. Et du coup d'avoir aussi moins de recul, indépendamment du sujet qui est pas du tout négligeable, d'équilibre vie pro vie perso. Euh, et oui, vraiment de savoir ce dont on a besoin en fait. Et ça, je trouve que c'est très très important. Et je sais que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis assez active. J'ai la chance aussi d'être très matinale. Et donc, enfin, par exemple, ce matin, j'étais à la piscine à l'ouverture à 7 heures, tout en ayant fait 20 minutes de méditation avant. Donc, forcément, quand on est matinal, ça aide à faire pas mal de choses. Mais j'ai à la fois besoin de dépenser cette énergie et d'être effectivement assez active. Et j'ai besoin aussi, moi, vraiment de me poser. Et quand je dis me poser, c'est de la méditation, c'est des moments où je vais travailler plus seule, etc.
Et c'est important de savoir ce dont on a besoin et aussi de se dire, tiens, à ce moment-là, ce dont j'ai besoin, c'est de me poser ou c'est de faire du sport, même si je me dis que j'ai plein de choses à faire, que j'ai des dossiers urgents, ben, je sais que aller faire du sport, même si ça me fait perdre 1 heure, je vais être plus efficace, je vais être plus posée dans ma journée, etc. Et que j'en ai aussi physiquement, je dirais, besoin. Et donc, Mmh. c'est très, très important, je trouve, de s'écouter. Et je suis avec, donc ce que j'entends, c'est, poser ses besoins, poser ses limites et quand tu dis, «Je vais aller faire du sport et je vais peut-être perdre 1 heure», moi je c'est ce que je regarde beaucoup en coaching aussi, hein, c'est tu vois peut-être ce que tu perds, mais qu'est-ce que tu gagnes, en fait? Et donc c'est toujours, tu sais, l'ombre et la lumière, c'est-à-dire, et il y a peut-être d'ailleurs dans l'autre sens des fois où tu te dis: «Je gagne ça, d'accord, mais qu'est-ce que tu perds?» Donc c'est ça, je trouve intéressant, c'est, peut-être que tu as l'impression de perdre 1 heure, mais en tout cas tu vas gagner en énergie, ce qui fait que derrière tu vas être beaucoup plus productive, tu vas être plus combative, tu vas te sentir mieux dans ton corps, enfin voilà, tout ce qui est, je trouve ça intéressant de Oui, tout à regarder, tu fait. vois, à chaque fois les 2 côtés de la médaille. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les changements qui parfois sont subis. C'est qu'est-ce que j'en fais Ouais, et c'est quoi comment j'apprends l'opportunité, cette le situation. bénéfice, le cadeau derrière? Il y a toujours un Oui. cadeau caché, enfin en tout cas c'est ma croyance, d'aller regarder Qu'on le voit pas cadeau tout de caché. suite parfois, mais Voilà, qui est là. si on cherche bien, on peut le trouver. Hem Et donc tu me disais tout à l'heure en préparant l'entretien que tu as un mantra. Oui, moi, mon mantra, c'est les utopistes font avancer le monde. Mmh. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Qu'est-ce que je mets derrière ça? Plein de choses en fait. Alors déjà une nature profondément optimiste, ce qui ne veut pas dire du tout, de la naïveté, mais de se dire voilà, on a toujours dans une situation la possibilité d'agir et donc concentrons-nous sur la possibilité que j'ai d'agir et pas sur ce sur quoi je ne peux rien faire. Et ce que je mets aussi derrière les utopistes font avancer le monde, c'est que pour moi, ça rejoint mon engagement sur la diversité et l'inclusion, mais on a tous pour moi les moyens d'agir euh, pour en fait contribuer à créer un monde où chacun, quelles que soient ses spécificités, a les moyens de vivre dignement. Et quand je dis les moyens de vivre dignement, moi je vais mettre derrière évidemment un côté très économique. J'ai un travail, j'ai un logement, je peux être en bonne santé, etc. Dans le dignement, il y a le côté aussi sentiment d'utilité et lien social dont je parlais tout à l'heure. Et puis où chacun peut aussi être ce qu'il est, quelles que soient ses singularités, et où ces singularités sont vraiment considérées comme une richesse et pas comme quelque chose qui va casser les pieds parce que oui, il faut tenir compte de telle ou telle spécificité. Si on prend en compte les particularités de chacun, on va jamais avancer, etc. Mmh. Ouais, l'ouverture et comme tu dis, on est sur l'inclusion et l'acceptation, hein, c'est ça qui me vient. Oui. S'accepter pour mieux accepter l'autre, hein. Hem, Et en re pardon, et Oui. derrière les utopistes font avancer le monde, je mets aussi euh, le fait, enfin moi par exemple, j'estime que je suis très privilégiée. Euh, mais en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ces privilèges. Je vais pas en retirer de la culpabilité, mais je vais en faire un levier pour l'action. Et j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. J'ai été très tôt en fait sensible au fait d'être privilégiée. Euh, et je me souviens quand j'avais, je sais pas, 8 9 ans, je faisais des courses avec ma mère et ma sœur dans mon quartier. C'était l'été, il faisait beau et j'étais en patin à roulettes. Et puis à 50 mètres devant moi, j'aperçois un homme en fauteuil roulant. Et là, je me suis arrêtée d'avancer. Et ma mère me dit, bah, pourquoi t'arrêtes d'avancer? Et moi, de manière hyper spontanée et naïve, je lui dis, bah, parce que je veux pas qu'il soit triste, parce que moi, je peux faire du patin à roulettes et pas lui. Et donc à l'époque, je me disais, ben, je suis privilégiée, mais je vais le cacher, comme ça, il verra pas que je suis privilégiée et que lui surtout ne l'est pas. Euh, bon, bah maintenant, presque, enfin plus de 40 ans après, je suis
hyper consciente qu'en fait, ces privilèges, faut pas chercher à les cacher. Alors, ça veut pas dire qu'il faut les étaler du tout non plus, mais en fait, pour moi, il faut les transformer en levier pour l'action et pour l'engagement. Et dans les utopistes font avancer le monde, il y a aussi ça, en fait, pour moi, derrière. Mmh. Donc en regardant en arrière, quel serait le conseil que tu donnerais à la Nathalie de 45 ans? Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur comment réussir sa deuxième partie de carrière. C'est oser, prendre la parole. Je trouve qu'on prend pas forcément assez la parole, en tant que femme, notamment soit dans les entreprises, soit aussi, sur les réseaux sociaux, dans des événements. Je sais que, par exemple, moi, sur la partie diversité et inclusion, j'interviens dans beaucoup d'événements, et je trouve que c'est important, heu, parce que c'est important pour moi aussi d'affirmer mes convictions et puis parce que je trouve que, enfin, quand je te disais les utopistes font avancer le monde, je trouve que ça contribue aussi, à faire avancer le monde. Donc, oser se lancer, être vraiment, en accord avec ses valeurs, savoir se remettre en question aussi et puis, regarder le plus loin possible. Alors quand je dis regarder le plus loin possible, c'est pas forcément avoir des ambitions démesurées, mais à un moment donné de se dire: «OK, j'ai 45 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie que ma situation soit, quand j'aurai fini de travailler?» par exemple. Quand je serai, à la retraite ou même, pas juste le moment où je serai à la retraite, mais après. Mmh. Et de se dire: «OK, beh, par rapport à ce cap-là» et de se poser ces questions, mais vraiment, de manière très globale, hein. C'est pas juste dans mon job, mais, je sais pas, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre, par exemple, à Paris? Est-ce que j'ai envie de partager mon temps entre 2 endroits, et cetera? Et donc vraiment, en termes de lien social, en termes d'engagement, en termes de vie perso, enfin, de se dire vraiment: c'est quoi mon cap et qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire, ou d'avoir fait dans X années? Et que le X soit, au moins une vingtaine d'années. Et puis ensuite de se dire: «OK, bah, si je veux être, à cet endroit-là, c'est quoi les différentes actions que je dois mettre en œuvre? Et c'est quoi aussi mes premiers petits pas?» Et je pense que c'est important d'avoir ce cap-là et d'avoir aussi du coup, d'être très clair sur ses intentions. Mmh. Et l'intention et pour que notre action soit vraiment drivée par nos intentions. Ouais, la puissance de l'intention et ce que j'entends, c'est, s'imaginer plus loin et ça permet aussi d'anticiper, sachant qu'on peut réajuster à tout moment ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire, c'est pas Oui, parce qu'on pose oui, ça aujourd'hui que c'est figé dans le marbre et qu'on peut se mettre une pression pour absolument arriver à ça. Peut-être que ça va évoluer parce que la vie, enfin le vivant, hein, c'est le mouvement et c'est ça qui est intéressant, c'est la danse, hein, c'est comment je réajuste et c'est vrai que quand tu as posé un cap, moi souvent je dis: «Si je sais pas où je veux aller, ça va être difficile d'y aller». oui, tout à fait. Donc, pour prolonger la discussion sur, comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter? Moi, je te recommanderais d'inviter, Laurence de Fontenay. C'est une femme qui, a la cinquantaine aussi, qui a un parcours de DRH dans des entreprises très variées. Je trouve que c'est vraiment une belle personne. Mmh. Beh, je te remercie Avec plaisir. pour cette, suggestion. Merci beaucoup Nathalie pour tous ces partages. C'était, vraiment, super intéressant, d'avoir voilà cette vision en tant que DRH et en tant que, fervente, heu, en tout cas, croyante. C'est comme si ouais, il y avait quelque chose vraiment de pour moi, c'est ça qui est fort, hein, chez toi, c'est que, je sens que c'est vraiment sincère. C'est-à-dire, cette volonté ou en tout cas, cette croyance de la nécessité profonde de l'inclusivité ou l'inclusion, je sais pas comment on peut le dire, pour amener peut-être plus de paix et de sérénité dans ce monde. Heu, voilà, je te remercie vraiment pour ce message. Avec plaisir, Karine.
À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur